يعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. إلى لغة الإنصار السود وانقلاب السادة بالأيام. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Colère après la relaxe de Michel Smeha, à Roumier, des détenus islamistes entament une grève de la faim. Ils dénoncent les retards dans leur procès, mobilisation également de leurs proches à Tripoli. Face à cette vague de condamnation, le chef du gouvernement appelle à une issue rapide du procès. Tamam Salam s'inquiète que le dossier ne porte atteinte à la paix nationale. Une clinique mobile est en route pour Madaya. Des centaines d'habitants sont en attente de soins dans cette localité. Le Conseil de sécurité se réunit dans quelques heures pour réclamer la levée des sièges des villes en Syrie. Bienvenue, merci d'être avec nous. La sortie de prison de Michel Smeha fait toujours la une de l'actualité. L'ancien ministre est reconnu coupable d'avoir transporté des explosifs pour perpétrer des attentats au Liban en 2012. Son procès n'est pas terminé, il doit reprendre le 21 janvier. Hier, l'accusé a été libéré sous caution, une décision qui a suscité un tollé auprès d'une partie de la classe politique, mais aussi dans la prison de Roumier où des détenus ont entamé une grève de la faim. Ils condamnent la lenteur des procédures judiciaires, une grève annoncée dans un message audio par Ziad Alouki, un chef de bande islamiste radical incarcéré à Roumier. Ils auraient notamment fermé l'accès à la cafétéria. Pour la plupart des incarcérés depuis 2007, des dizaines de prisonniers attendent toujours que se tienne leur procès. Ils avaient été interpellés lors des affrontements entre le groupe Fatah el-Islam et l'armée libanaise dans le camp palestinien de Nar el-Bahrain au mont Liban. Et parallèlement à cette grève de Roumier, les proches des détenus islamistes ont manifesté leur colère dans plusieurs rues de Tripoli au Liban Nord. Ils réclament que Michel Smeha soit réincarcéré et que des jeunes musulmans soient libérés. Ils mettent en garde contre une complication de la situation si leurs demandes ne sont pas entendues. Et Khaled Daher, par ailleurs député du Hakar, a quant à lui affirmé qu'il allait porter plainte personnellement devant les instances judiciaires civiles contre Michel Smeha. Et puis protestation également à Beyrouth contre la relaxe de Michel Smeha. Plusieurs artères ont été brièvement bloquées par des individus. Par précaution, les forces de l'ordre ont bloqué les abords du domicile de l'ancien ministre entre la place Sassine et l'hôpital Rezeux, et alors qu'un rassemblement est prévu à 19 h devant la résidence de Michel Smeha, une manifestation organisée par des jeunes partisans du 14 mars. Donc après cette explosion de réaction, Tamam Salam craint que ce dossier délicat ne porte atteinte à la paix nationale. Le Premier ministre souhaite donc que le procès de Michel Smeha se termine le plus vite possible. Il l'a fait savoir ce matin au juge Samir Hamoud. Comme vous le voyez, le chef du gouvernement s'est entretenu avec le procureur général de cassation et vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Durant cette rencontre, Tamam Salam a également jugé bon de rappeler son attachement au principe de la séparation des pouvoirs. Une autorité judiciaire ne doit se soumettre qu'à la justice et n'user des lois que pour protéger les individus et la société, a déclaré le Premier ministre. Un nouveau suspect arrêté dans l'enquête sur les attentats de Bourg el Brajneh. L'individu a pour initiale DS. Il pourrait être impliqué dans l'explosion le 12 novembre dernier dans cette artère très fréquentée de la banlieue sud. D'après la Sûreté Générale, l'homme a reconnu avoir livré des explosifs et des détonateurs à un certain AR. Ce dernier est accusé d'avoir planifié l'attaque et d'avoir transporté un des kamikazes sur les lieux de l'explosion. Abou Talha, le cerveau présumé de ces attaques, est quant à lui déjà sous les verrous. Il a été intercepté la semaine dernière par la police. La situation humanitaire à Madaya inquiète la communauté internationale. Le Conseil de sécurité doit se réunir en urgence. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a qualifié de crime le fait d'utiliser la famine comme une arme de guerre. Les détails avec Leila Sali. Un convoi humanitaire sur la route de Madaya, près de Damas. Les forces du régime assiègent la ville depuis 6 mois. Elles ont finalement accepté l'acheminement d'aide d'urgence. Au même moment, 6 autres camions sont entrés à Foua et Kefraya, 2 villes du nord-ouest du pays encerclées par les rebelles. Insuffisant pour les Nations Unies qui dénoncent une situation humanitaire catastrophique. Le recours à la famine comme arme est un crime de guerre. Toutes les parties commettent des actes atroces, condamnés par le droit international, y compris le gouvernement syrien qui a la responsabilité première de protéger la population.
Selon les Nations Unies, 4,5 millions de Syriens vivent dans des zones difficiles d'accès. Au total, 400 000 civils sont piégés dans des villes assiégées, la moitié dans des zones contrôlées par le groupe État islamique, le reste dans des zones tenues par le régime ou les insurgés. Parmi elles, Ghouta Est, Daraya dans la banlieue de Damas et Zabadani près de la frontière libanaise, assiégée par les forces gouvernementales. Ou encore Deir ez-Zor dans l'Est, contrôlée par le groupe État islamique. Aujourd'hui, les Nations Unies ne sont en mesure de délivrer de l'aide qu'à moins de 1% de la population assiégée. Et sachez que l'armée russe a annoncé de son côté le lancement d'opérations humanitaires en Syrie. Moscou dit vouloir apporter de l'aide aux civils dans d'anciennes localités contrôlées par l'organisation État islamique et reprises par les forces du président Bachar el-Assad. Et hier, c'est l'Indonésie qui a essuyé un attentat meurtrier à Jakarta. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Depuis, la police est à son plus haut niveau d'alerte. Marc Pope nous en dit plus. Des fleurs pour marquer leur deuil. 24 heures après les attentats, les habitants de Jakarta sont sous le choc. Les lieux visés par les terroristes étaient très fréquentés. Beaucoup ont ainsi tenu à se rendre sur place pour essayer de comprendre. Les gens dans la rue sont très perturbés, on ne se sent pas en sécurité dans une telle situation. Le gouvernement doit prendre des précautions supplémentaires. Un tel événement aurait pu être anticipé car c'est déjà arrivé. Je suis très perturbé. Les autorités, elles, progressent dans leur enquête. 3 personnes ont été interpellées dans la nuit, un prédicateur, un expert en armes à feu et un artificier. Leur implication dans l'attaque de jeudi reste encore à être établie. Les enquêteurs ont également identifié le commanditaire des attentats revendiqués par l'organisation de l'État islamique. Il s'agit de Baroun Naïm, un ancien gérant de cybercafé qui s'est radicalisé. Selon les autorités, il a gagné la Syrie l'année dernière et se trouverait actuellement à Raqqa, d'où il a orchestré les attaques. En Asie du Sud-Est, il y a un militant du nom de Baroun Naïm qui veut devenir le chef de la région. Tous les chefs de l'organisation sont en compétition pour diriger l'Asie du Sud-Est. C'est pourquoi Baroun Naïm a fomenté cette attaque. L'organisation de l'État islamique cherche ainsi à s'implanter en Indonésie, pays qui compte le plus grand nombre de musulmans dans le monde, pour frapper plus facilement dans la région. Selon le contre-terrorisme indonésien, l'organisation compterait au moins 1 millier de sympathisants à travers tout le pays. Les attaques terroristes également en Somalie. Les miliciens islamistes Shebab ont attaqué cette nuit un camp militaire abritant des soldats et des membres kényans de la MISOM, la mission de l'Union africaine dans le pays. L'assaut serait toujours en cours dans le camp où les militaires ont lancé une contre-attaque. Un kamikaze a fait sauter sa charge explosive à l'entrée du camp avant que l'assaut ne soit donné par des combattants Shebab. On ignore précisément le nombre de victimes et si les Shebab ont le contrôle des lieux. Pour l'instant, l'organisation islamiste revendique la mort de 63 soldats chrétiens du Kenya. De son côté, le porte-parole de l'armée kenyane affirme que ce n'est pas la mission qui était visée, mais bien l'armée somalienne. À 17 jours du lancement des primaires, la tension est montée d'un cran entre les candidats républicains. Un changement de ton, symbolisé par les attaques répétées à l'encontre de Donald Trump. Mais comme à son habitude, le magnat de l'immobilier ne s'est pas démonté, s'en prenant une nouvelle fois à son principal rival Ted Cruz, dont la naissance au Canada le rendrait inéligible à la Maison-Blanche. Il y a un gros point d'interrogation sur vous et vous ne pouvez pas faire ça à notre parti, vous ne pouvez pas lui faire ça. Vous devez avoir des certitudes, car beaucoup de grands avocats spécialistes de la Constitution disent que vous ne pouvez pas vous présenter. Depuis septembre, la Constitution n'a pas changé. Mais les sondages, eux, ont évolué. Vous êtes américain, comme tout le monde sur cette estrade. Donc je vous suggère que nous nous concentrions sur la question de savoir qui est le mieux préparé pour être commandant en chef. Selon les dernières enquêtes d'opinion, Ted Cruz est crédité d'environ 20% des voix contre 33% à Donald Trump. Lors de ce 6e débat, les critiques envers le camp démocrate ont fusé. Premier visé, le président Obama, 2 jours après son dernier discours sur l'état de l'Union. Une levée de bouclier, notamment contre sa volonté de vouloir modifier le fameux Second Amendement et la détérioration supposée de l'image des États-Unis à l'international.
Également prise pour cible, Hillary Clinton. Les candidats républicains lui ont reproché à l'unanimité sa gestion calamiteuse de l'affaire Benghazi, estimant qu'elle serait un désastre pour la sécurité nationale. Quelqu'un qui ne peut pas gérer de manière appropriée des informations liées au renseignement ne peut pas être commandant en chef, et quelqu'un qui ment aux familles des 4 victimes de Benghazi ne peut pas être président des États-Unis. Donald Trump semble toujours le mieux parti pour remporter l'investiture républicaine, à moins de 3 semaines du début des primaires. Elle débutera dans l'Iowa, l'État qui accueillera justement le dernier débat républicain, le 28 janvier prochain. On termine ce journal avec cette information. Il était l'époux et l'impresario de Céline Dion. René Angeli est mort à Las Vegas à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer. À Montréal, les drapeaux sont en berne sur les bâtiments officiels. La famille a dit vouloir vivre le deuil en toute intimité. Les réactions se multiplient, notamment au Québec, sa province natale, où on rend hommage à un révélateur de talent. René Angeli est né en janvier 1942 à Montréal dans une famille libano-syrienne. D'abord chanteur, il est devenu agent. C'est lui qui avait découvert Céline Dion, qui est devenue une star mondiale. Entre la chanteuse à la voix d'or et son impresario, s'est nouée progressivement une histoire d'amour, et en décembre 1994, les deux se marient dans la grande basilique de Montréal au cours d'une cérémonie largement médiatisée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Colère après la relaxe de Michel Smeha. Roumier des détenus islamistes entament une grève de la faim. Ils dénoncent les retards dans leur procès. Mobilisation également de leurs proches à Tripoli. Face à une vague de condamnations, le chef du gouvernement appelle à une issue rapide du procès. Tamam Salam s'inquiète que le dossier ne porte atteinte à la paix nationale. Une clinique mobile est en route pour Madaya. Des centaines d'habitants sont en attente de soins dans cette localité. Le conseil de sécurité se réunit dans quelques heures pour réclamer la levée des sièges des villes en Syrie. Merci beaucoup pour votre présence dans ce journal. Très bonne soirée à toutes et à tous. تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. لغة الأنصار السود وانقلاب السادة بن أيام.